Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises, des organismes et ce, à l'ère du numérique. On est présentement à la 3e journée de Montréal Connect sous le thème de la révolution et le tout est organisé par le Printemps numérique. J'ai l'opportunité dans cette 3e journée de commencer avec Madame Anne Nguyen. Enchantée, merci Enchantée. beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Ben, ça me fait vraiment plaisir, puis merci d'y participer avec son collègue Philippe Oligny. Oligny. Donc, bienvenue à la Chaise Bleue. Merci beaucoup de vous prêter au jeu avec nous. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Première des choses, je vais débuter avec toi, Anne. Les femmes d'abord. Puis la première question que j'aime souvent, c'est comprendre, Anne, qui tu es. Qu'est-ce qui t'a apporté jusqu'à notre podcast aujourd'hui? Quel est ton parcours de vie? Tu es une fille qui vient de où? En quoi tu as étudié? Tu as travaillé où? Puis qu'est-ce qui t'a amené présentement dans ce que tu fais? Puis je pense que c'est... là, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire, mais est-ce que c'est le Conseil de l'innovation du Québec? Oui, moi, je suis au Conseil de l'innovation du Québec. OK, parfait, je l'ai bien nommé. J'ai un long parcours. J'ai été 18 ans dans le réseau de la santé avant d'atterrir au Conseil d'innovation. Donc, 10 ans au CHU Sainte-Justine. J'ai commencé là pour payer mes études. Tu sais, je travaillais de soir, de nuit, comme commis. Puis à ce moment-là, j'étudiais en développement organisationnel et gestion des services de santé et services sociaux. Parce que moi, j'avais comme une grande mission dans la vie, là. Comme j'avais passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, à chaque fois que je rentrais dans un hôpital, je ne comprenais pas pourquoi il y avait plein de papiers, plein de processus. Tout le monde avait l'air vraiment stressé. Puis moi, la zénitude est extrêmement importante pour moi. Donc, j'ai commencé à creuser un peu quel métier pouvait faire en sorte d'alléger puis de transformer. J'ai découvert le développement organisationnel. OK. Puis, par la suite, j'ai fait de la transformation numérique. Quelle année environ, ça? Ish. Oh là là. Pièce. Oui, au début des années 2000. Quand même, mais déjà, tu étais vraiment précurseur parce que début des années 2000, moi aussi, j'ai fini l'université à peu près là. Exact. Puis le DO, le développement organisationnel, ça existait presque pas. Là. C'était vraiment nouveau. À chaque fois, c'était quoi? Personne ne savait c'était quoi. Développement organisationnel. Je dis pourtant, c'est deux mots simples. Du développement puis organisationnel, on les met ensemble. Donc, on développe les organisations pour avancer puis demeurer pertinent. Puis, par la suite, j'ai fait à l'Institut de cardiologie de Montréal la transformation numérique. Oh, Puis, wow! mais j'ai atterri à l'Institut cardio avec un titre pas possible. C'est chef au développement organisationnel, gestion du changement, formation au volet non médical, communication et relations publiques. Oh my Donc, God! là, on sent que... Mais j'étais seule, dans le fond. J'avais tous ces titres-là, mais je faisais tout seul. Puis j'avais... Avec plein de beaux chapeaux. Exactement. Y avait-tu un acronyme pour résumer ça? Non, mais j'ai jamais réussi à trouver l'acronyme. Mais finalement, tu sais... un jour, j'accompagnais la transformation numérique à l'Institut de cardio, puis je me suis dit, on est dans la mauvaise direction parce que c'était les technologies de l'information qui tenaient la transformation numérique. Okay. J'ai dit, les gens en technologie de l'information, les analystes informatiques, ils n'ont pas été dans ce domaine-là pour être people-centric. Ils sont vraiment là avec leur machine, c'est leur passion. Puis on leur demande d'aller rencontrer tout le monde pour faire la transformation numérique. C'est sûr et certain qu'on ne va pas aboutir. Je pense qu'une transformation numérique est une transformation, point. Puis ça doit partir de l'humain. Donc, durant une rencontre, je dis au directeur à ce moment-là, vous savez quoi? T'sais, si moi, j'avais les connaissances en technologie d'information, je la ferais, votre transformation numérique. Et là, j'ai fait taire tout le monde. Et les gens, ils m'ont regardé et ils ont dit, tu sais quoi, je pense que tu as raison. Si tu veux la faire, fais-la. Donc, c'est comme ça que je suis devenue responsable de l'hôpital numérique. T'es quelqu'un d'initiative quand même. Là. J'adore ça. Puis, au fur et à mesure que je faisais la transformation numérique, je me suis rendu compte que la donnée, c'était l'élément important. Parce que là, ce qu'on faisait en transformation numérique, c'était la pensée magique à ce moment-là, c'était de remplacer un bout de papier pour un système d'information. Puis on était rendu avec tellement de systèmes d'information, ça n'avait aucun bon sens. J'avais pas l'impression qu'on aboutissait parce qu'on remplaçait les bouts de papier par un système d'information. Puis par la suite, on mettait des post-it sur nos ordinateurs pour se souvenir qu'est-ce qu'on avait mis à l'intérieur de celui-ci. Donc là, je dis, on est vraiment à côté de la traque. Donc j'ai commencé à étudier la donnée, puis ça c'était rendu une très, très grande passion pour moi. Durant la COVID,
j'ai décidé, en fait, d'étudier un petit peu plus en profondeur. Tu as fait ça un bon bout de temps quand même dans le réseau de la santé. Tu es resté là-bas une quinzaine d'années environ? 18 ans. 18 ans, OK, oui, c'est bon, j'étais pas loin dans mon calcul. Exactement. Puis, en étudiant la donnée, je me suis rendu compte que, il y avait comme tout ce volet de développement économique des systèmes d'information. Comment faire en sorte que les partenaires d'affaires peuvent travailler ensemble pour faire circuler la donnée. Oui. Donc, moi, je voulais aller en milieu privé pour voir si j'étais capable de percer puis comprendre ce milieu-là des systèmes d'information plus en mode développement économique. Oui. Par contre, c'était un petit peu moins ma tasse de thé de vendre puis de développer de cette façon-là. Donc, j'ai réatterri dans le réseau de la santé comme chef de la donnée au CHUM et CRCHUM. Il rit de moi parce que je pense que c'est un de mes rôles favoris que j'ai eu dans ma carrière. Chef de la donnée. Oui, il y avait comme quelque chose de... C'est la première fois que dans le réseau de la santé, il y avait une chef de la donnée, puis j'étais vraiment honorée qu'ils aient choisi une femme de mon âge, de mon background pour le faire. Donc, pour moi, c'est un grand signal aussi de dire, hey, parce que j'ai une autre mission, qui est le développement des jeunes filles en leadership. Mais si moi, je suis capable, tout le monde est capable. Parce que je venais, je suis une fille tout à fait ordinaire, avec un background ordinaire, avec des passions un peu platounettes. J'aime écrire, j'aime lire, j'aime la donner. Donc, pour moi, dans tout le volet ordinaire de ma vie, réussir à montrer que c'est pas parce qu'on est ordinaire qu'on peut pas contribuer de façon différente. Extraordinaire, même. J'aurais pas dit extraordinaire, mais contribuer à ma façon dans l'univers, puis dans la communauté. Puis pour moi, c'était un grand signe. Puis moi, je connaissais Luc Sirois de la transformation numérique quand j'étais à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis il y a eu une opportunité de me joindre vraiment à son équipe comme chef de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec. Donc, j'ai dit oui. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon parcours. Pour atterrir ici, sur la chaise bleue, à la 3e journée de Montréal Connect. Merci beaucoup, Anne. Hyper inspirant. Puis, un point, on va y aller plus en détail tantôt. Il faut que je te mette en relation avec Royana. OK. Une femme du Sénégal que j'ai rencontrée hier, avec qui j'ai fait un podcast. Puis, elle travaille pour Orange, un gros groupe français, dans le fond. Là. Puis, elle a parti il y a 10 ans un groupe pour aider les femmes au Sénégal, dans le fond, là, à atteindre leur plein potentiel. Oui, je connais ce groupe-là. Ah, pour vrai? Je les trouve extraordinaires. Je peux pas croire. T'es déjà en contact avec eux? Oui, je suis Parfait, déjà c'est en beau. contact avec eux. J'y ai promis que je trouverais c'est qui les bonnes femmes parce que je l'ai interviewé, puis j'ai dit, je suis imposteur, là, je veux te mettre en relation avec les bonnes personnes. Puis là, je t'entends dire ça, fait que je me suis dit que je vais faire un lien de suite, mais c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Good, j'aime ça. Est-ce que tu t'impliques un peu avec eux? Je m'implique beaucoup. Je m'implique beaucoup avec Concertation Montréal. Oui. Concertation Montréal a plusieurs regroupements et plusieurs projets. Puis un de leurs projets, justement, c'est la littératie numérique pour aider les femmes à percer dans le domaine des affaires. Puis avec la technologie aujourd'hui, on n'a plus de problématique. Les gens qui ont un taux d'alphabétisation un peu plus bas, qui sont un peu délocalisés, mais ils sont capables d'utiliser la technologie pour traduire qu'est-ce qu'ils ont dans leur esprit pour aller pouvoir vendre. Dire que hey, moi, je suis une femme à la maison, j'ai une culture de radis, puis elle est prête à être consommée puis vendue. Je ne sais pas par où commencer, mais la technologie aujourd'hui, ils prennent leur téléphone, ils font un mémo vocal. Ce mémo vocal-là devient un plan d'affaires, devient un plan de communication. Et là, ils sont prêts à vendre. Moi, je trouve ça extraordinaire dans cette simplicité-là de pouvoir aider les femmes à augmenter de qualité de vie. Félicitations d'y participer. Moi, j'ai vraiment trippé à en entendre parler hier, puis juste de voir comment est-ce qu'ils utilisent WhatsApp présentement au Sénégal pour créer autant des communautés, des marketplaces, faire de la mise en relation avec l'IA. C'est génial. Puis l'autonomie financière, juste l'estime personnelle que ça donne, la confiance. Tu sais, souvent, pour être entrepreneur, il faut être humble, il faut être kind aussi, mais il faut être ambitieux. Puis pour être ambitieux, ça prend cette drive-là, cette énergie-là, puis les moyens, puis de la confiance personnelle et tout. Fait que je pense qu'avec l'éducation, c'est ce que ça l'apporte. En tout cas, belle discussion que j'ai eue avec elle hier. Mais juste pour rebondir là-dessus, parce que Anne m'en avait parlé, là, moi, c'est la débrouillardise que je trouve incroyable. Tu sais, des fois, les entrepreneurs gagneraient à apprendre de ces gens-là. Il n'y a pas juste nous qui a quelque chose à leur apprendre. Oui.
C'est certain. Puis, écoute, moi, en tout cas, je me suis proposé. Si vous voulez, ils m'ont dit, écoute, la chaise bleue est la bienvenue. C'est sur l'île Saint-Louis, qui est au large du Sénégal, là, qui est connectée avec un pont. Elle m'a dit, si jamais vous passez par là, venez nous voir. On fait la chaise bleue. Fait que j'ai mis ça sur mon bucket list. On verra si on est capable d'accomplir ça. Oui, merci. On aura besoin du Conseil de l'innovation du Québec pour y aller. Donc, on sera là. Yes, ça c'est bon. Non, c'est une blague. Philippe, de ton côté, qu'est-ce qui t'a apporté au Conseil de l'innovation du Québec à accompagner Anne? Je pense au niveau de l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas. C'est un gars qui vient de où? C'est une bonne question. C'est un peu fortuit comme rencontre, là. Anne et moi, on s'est rencontrés à l'école d'été Mosaïque, qui est organisée par le HEC, puis c'est là qu'on a rencontré Emmanuel, là, oui. On parlait. Emmanuel Catmullin, en passant, il y a une carte chouchou au podcast. Emmanuel, n'importe quand, il vient, il fait partie de la communauté, ce gars-là. Ben, nous, au conseil aussi, il y a une carte chouchou, je pense. C'est bon. Moi, essentiellement, j'ai un background en finance puis en génie mécanique. J'avais commencé l'école en finance, puis un moment donné, j'ai réalisé que je voulais avoir plus d'impact dans la société. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui me donnerait la meilleure boîte à outils pour ça? Puis j'ai pivoté vers le génie mécanique. Puis dès que j'ai terminé l'école, moi, je me suis lancé dans l'arène, puis j'ai parti mon entreprise. OK. Oui, puis on a fait un peu de consultation avec un ancien associé, puis c'était pas vraiment le truc que je préférais. J'aimais mieux les entreprises de produits. Donc, j'ai parti une entreprise qui fait des fauteuils roulants adaptés pour la course puis le plein air. Fait que notre mission, c'est d'amener des personnes à mobilité réduite à vivre des activités extérieures. Nous, notre clientèle, c'est des gens qui ont peu d'autonomie. Fait que c'est aussi de créer un lien social. Puis, tu sais, cette activité-là, ils la font avec quelqu'un d'autre. Ça brise l'isolement aussi. Puis, c'est de l'activité aussi. Fait que ça libère de l'endorphine, ça libère des hormones du bonheur. Selon moi, quand tu bouges, tu fais du sport et autres. Fait que c'est un super beau, très, très beau domaine. Le soleil, participer à des courses sportives. Tu sais, on a plusieurs records Guinness. Fait que, tu sais, des fois, on a des gens qui participent à une course comme co-coureurs. On les appelle les co-coureurs. Puis ils font un demi-marathon puis ils sont brûlés. Pas parce qu'ils ont couru, mais parce que, tu sais, ils ont eu le soleil, le vent, tu sais, c'est des nouvelles expériences. C'est déjà quelque chose, un demi-marathon, honnêtement. Là. Courir, c'est quoi, 20 quelques kilomètres? 21? C'est ça, 21,1 km. Déjà, c'est quand même... C'est quand même super cool. Puis après ça, en marge de ça, j'ai quand même donné une charge de cours à l'Université Laval en design, mais spécifiquement sur les technologies puis la philosophie en lien avec ça. Puis là, finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré Anne, puis je pense qu'on travaillait bien ensemble. Elle a vu mon intensité à l'école d'été. C'est bon, ça. Puis avec la situation géopolitique que tu parlais, nous, on avait beaucoup de clients aux États-Unis. Ça a vraiment affecté les ventes. Puis là, moi, il fallait que je subvienne à mes besoins. Ça prend du pain et du beurre sur la table, c'est sûr, pour la famille et tout. Fait qu'il y a eu une opportunité au Conseil de l'innovation du Québec. Exactement. C'est ouvert. Fait tu as gardé l'entreprise ouverte en à côté aussi. Tu divises ton cerveau entrepreneur qui est resté, puis travailler. Ils sont 24 heures. C'est quand même, parfait. Difficile, mais tu sais, la avec l'IA, c'est une des meilleures façons qu'il y ait plus que 24 heures quasiment d'une journée versus avant. Là, fait que... c'est un couteau à double tranchant, là, parce que des fois, ça met une pression supplémentaire de produire plus. Mais tu sais, à cause de la nature de notre projet puis de la communauté qui la soutient, là, j'ai comme ma famille qui me donne un coup de main, des amis, tu sais, on fait ça à temps partiel. Puis, tu sais, les clients sont compréhensifs de par la nature de notre projet. Félicitations. Merci. J'aime ça. Tu contribues beaucoup. Puis le Conseil de l'innovation du Québec, revenons-y. J'aimerais peut-être comprendre la mission de cette organisation-là. Quelle est la raison d'être? Donc, le Conseil d'innovation du Québec, ça a été créé il y a 4 ans par le ministère Économie, Innovation, Énergie. Oui. L'objectif, en fait, c'est de dynamiser la culture d'innovation dans les entreprises, mais aussi dans tous les pans de la société. Parce qu'on a toujours l'impression que si on passe à côté de l'innovation, on passe à côté de la compétitivité, de notre pertinence et aussi de notre longévité. Oui. Donc, c'est extrêmement important pour la société de réussir à comprendre c'est quoi les mécaniques possibles et de rendre l'innovation pragmatique. Puis, on rend l'innovation pragmatique parce qu'on est capable de comprendre à travers la donnée. Donc, tu sais, on a
genre de centre de recherche sur l'innovation. Puis, ils étudient, en fait, à quel moment est-ce que les gens ont commencé à innover, pourquoi. Puis, très souvent, c'est pour ça, c'est pour survivre, combien ils ont dépensé en ressources, quel genre d'outils ils ont intégrés. Puis, une fois qu'on comprend, on est capable de mieux conseiller le ministère sur les programmes et politiques publiques quant à l'innovation. Donc, ça peut être des incitatifs, des crédits d'impôt. Puis, nous, on est une très, très petite équipe au conseil. Les gens, ils ont l'impression qu'on est... Combien de personnes êtes-vous? On est 23. OK. Puis les gens ont l'impression qu'on est une centaine parce qu'on a créé un réseau des conseillers en innovation. Donc, ce sont tous des conseillers en développement économique qui sont dans les régions. Oui. Puis, on les a formés à Ils la étaient recette. déjà là avec leur mission. Oui, ils ont eu un chapeau exactement. de plus avec l'innovation. Oui, là. bien, un chapeau de plus ou un outil de plus. OK. Parce que quand même, au Québec, il y a 693 organismes qui aident à l'innovation. Donc, il faut presque avoir une map et une carte magique pour comprendre vers où aiguiller les gens. Donc, nous, on les capoté a... l'écosystème fou, hein? des fois au Québec. Là, ça prendrait quasiment une IA ou quelque chose pour démystifier quel chemin prendre selon l'idée que tu as. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ces 600 conseillers, ils ont cette carte magique-là. OK. Ils écoutent un projet, sont capables de comprendre le langage local de l'innovation, ils sont capables d'aiguiller vers la prochaine étape de ton projet d'innovation. Puis, finalement, on est là aussi pour promouvoir. Puis là, tu sais, je ne veux pas mentir parce que à chaque fois qu'on voit mandat promouvoir, ça veut juste dire qu'on n'a pas d'argent à donner. Donc, vraiment, notre but, c'est de sensibiliser, diffuser les bonnes pratiques, faire en sorte de créer cette transparence-là parce qu'on veut justement que l'innovation, on n'est pas obligé de recommencer la roue à chaque fois. Bien, écoute, j'ai une question hyper de base même, Anne, avec ce que tu dis. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, souvent qui vont être en entreprise manufacturière, en entreprise, tu sais, comment est-ce que vous définissez l'innovation? Mettons que j'y vais vraiment à la base. Oui. Qu'est-ce que c'est de l'innovation comme telle? Tu peux pas enfermer des gens dans une pièce, là, puis leur dire « Innovez! Allez-y, puis changez quelque chose. » Par où ça commence? Qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, il faut que tu fasses mieux avec les contraintes actuelles pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Parce que l'innovation, depuis l'avènement de la technologie, donc ça fait quand même assez longtemps, les gens, ils ont une grande confusion sur l'innovation technologique. L'innovation technologique, c'est une fonctionnalité de plus qui va te permettre de faire quelque chose. Mais une innovation pure, puis une innovation sociale a un impact concret dans tes processus, ton optimisation, ta performance, ton impact dans la société aussi. Donc, c'est toujours faire mieux avec les contraintes actuelles. Donc, tu es capable d'imaginer des processus complètement nouveau à laquelle tu n'aurais pas pu penser. Faut-tu que ça soit un breakthrough un petit peu ou que ça soit disrupteur pour que ça soit de l'innovation? Pas toujours. Il y a plusieurs définitions quand même. Parce que oui, tu as des innovations qui vont venir vraiment brasser la société, mais il y a des innovations qui sont assez incrémentales, qui font juste faire en sorte qu'à travers le temps, ta mission continue à être pérenne. Parce que tu continues toujours à faire mieux. Mais si je peux ajouter à ça, c'est une bonne question. Tu sais, je pense qu'on a une fixation sur les innovations de rupture. Exactement. C'est un petit pas peu... toujours ça. Mais des fois, si on prend l'exemple d'un manufacturier puis d'une usine, tu sais, juste de dessiner ou de peinturer une voie jaune pour la circulation, ben c'est niaiseux, mais c'est une super bonne innovation. Ça peut être considéré comme CNESST qui va être amélioré. Ça peut être considéré comme une innovation. Réduit la charge cognitive. Après ça, tu sais, on a moins d'accidents de travail. C'est super. Tu sais, quelqu'un qui passe d'une méthode de transcription papier à un fichier Excel, dans certains cas, ça peut être une méga innovation. Parce que ça dépend de tes contraintes actuelles, comme Anne, tu nous l'as dit, dans le fond, de ton point de départ. Fait que votre mission, dans le fond, la raison d'être du Conseil de l'innovation du Québec est de faire de la prise de conscience, un petit peu de formation auprès des entreprises, prendre le pouls d'où on en est au niveau innovation, qu'est-ce qu'on fait au Québec, puis de faire les recommandations au gouvernement. Fait qu'il y a comme double mission, si je comprends bien un peu. Puis vous avez, vas-y Anne, t'avais quelque chose. Mais en fait, je veux juste rajouter, pour l'intelligence artificielle, ça a été rajouté à la mission du Conseil il y a 2 ans. OK, c'est un 3e pan qui est arrivé là. En fait, c'est parce que c'était devenu un levier technologique incontournable. Oui. Donc, le gouvernement a dit,
faut que ça fasse partie de la mission du Conseil d'innovation. Puis, dans le fond, moi, j'ai eu une super belle croissance d'équipe de 100 %. Donc, on est vraiment 2 maintenant avec Philippe. Puis, nous, notre rôle, c'est de s'assurer que ce levier technologique soit utilisé pour le développement économique, social, culturel, puis qu'il y ait un développement puis une utilisation responsable de celle-ci. Donc, tu sais, au Québec, il y a quand même beaucoup d'experts de la recherche fondamentale, recherche appliquée, opérationnelle, commercialisation jusqu'à l'adoption en milieu réel. Mais ces gens-là ont besoin quand même de Philippe et moi pour venir traduire ces différents jalons-là pour s'assurer qu'on ait des applications qui sont utiles pour la société aussi puis qu'elles soient adoptées. J'adore ça, puis je vais te faire mon éditorial. Vas-y. Un petit peu sur ce que je vois sur le monde de recherche un peu. Je pense qu'ici au Québec, on est des gens qui sommes extrêmement créatifs. Il y a beaucoup d'idées, il y a des centres de recherche incroyables, le milieu universitaire regorge de talents et d'idées. On a une nation très multiculturelle aussi. Oui. Quand on était ici à Montréal, on le voit encore plus dans l'événement, là, ça c'est encore plus proéminent. Mais je pense que l'innovation, ça se mesure en part de marché. Sinon, ce qu'on a fait, c'est des idées, des concepts qu'on n'a pas nécessairement amenés dans le monde réel pour que les gens l'utilisent et génèrent de la valeur. C'est des concepts, des idées. Est-ce qu'après votre prise de pouls un petit peu de l'innovation au Québec, est-ce que cette conception-là que j'ai un petit peu du fait qu'on a beaucoup d'idées, mais que la mise en marché se fait ailleurs. Est-ce que c'est proéminent? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est une image que vous avez du Québec Inc. un peu, ou des universités qu'on a beaucoup d'idées, mais qu'on ne les met pas en marché ici? Tu as nommé un grand défaut qui est une qualité. Oui. Puis je pense que tu as la bonne définition d'une innovation qui a un impact économique. Puis les gens, surtout au Québec, on a une mauvaise relation avec l'argent. On a une mauvaise relation avec le succès en général. Donc, j'ai vraiment l'impression que la vraie équation de l'innovation, qui est une bonne innovation, a une valeur sociétale, aide au bien-être et au développement des communautés et a une valeur économique. Au Québec, on a beaucoup de mal avec la valeur économique parce qu'on est une société qui est justement liée sur la création, sur le bien-être, sur le partage, mais tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à s'ancrer dans le développement économique, un continuum économique, puis qu'on réalise que l'économie de masse qu'on est capable de faire avec nos idées rapporte à la société, on va toujours être dans cette boucle-là de création. Mais tu as tout à fait raison. OK. Ça fait que c'est un des constats que vous voyez aussi. Puis c'est drôle parce que tu m'as nommé un peu les intentions du Conseil de l'innovation du Québec. Puis tu m'as nommé que c'est pour 3 choses. Puis la première chose que tu as nommée, c'est pour l'économie. Ensuite, la société, puis l'autre, je pense au niveau environnemental, si je ne me trompe pas. Fait que, mais tu m'as nommé en premier économie. Oui. Fait que déjà, dans ta tête, pour toi, ça l'est ancré, puis c'est quelque chose que... Puis c'est même le ministère de l'économie, de l'innovation. Tu sais, le mot économie, il est en premier quand même dans l'acronyme. On essaie de le mettre au devant, mais c'est pas encore assez assimilé peut-être. Mais j'essaie maintenant, dans ma mission, d'humaniser le mot économie. Parce que les gens sont gêné de parler d'économie comme si c'était un concept seulement qui s'accroche à un 1%. Économie égale pas richesse en dollars, égale richesse de société aussi, une richesse qui peut se répercuter sur la santé, l'éducation, justement ce continuum de vie-là qu'on est capable d'offrir, mais on a besoin de l'argent pour pouvoir soutenir le tout. Puis en parlant d'économie tout le temps comme justement d'un retour sur investissement, sur le capital, je trouve qu'on passe à côté de la raison d'être puis de l'impact. C'est pour ça que maintenant, je me gêne plus de parler d'économie en premier. Tu fais bien de le démocratiser, de le rendre accessible. Puis dans ma tête, souvent, économie rime avec écologie. Économie, c'est de l'efficacité opérationnelle, de l'efficacité de consommation de matières premières. C'est de l'efficacité où est-ce que tu vas générer des économies qui est égale à de l'écologie qui s'est améliorée par la suite. Fait il y a un lien direct, c'est certain. Le non-gaspillage. Exactement. Le non-gaspillage. Puis, moi, je vais être comme l'avocat du diable, mais il faut faire attention parce que des fois, par exemple, si on prend un moteur, on va faire un moteur plus éco-énergétique, mais on va consommer plus parce qu'on va dire, c'est pas grave.
il est plus éco-énergétique, mais au final, tu sais, il y a comme une Je peux m'en notion permettre plus Oui, c'est ça. à cause de ça. Exact. Mais tu vois, c'est un autre des penchants. Puis j'avais cette discussion philosophique-là cette semaine avec quelqu'un d'autre. Puis une des choses que je pense qu'il faut tendre à travailler, changer, c'est notre paradigme d'hyperconsommation. C'est tous les systèmes, le système bancaire. Un entrepreneur va voir son banquier pour avoir un emprunt, par exemple. Est-ce que tu es en croissance? C'est quoi tes plans de croissance? Comment est-ce que tu vas consommer plus? Comment est-ce que... Fait que tout est basé sur l'hyperconsommation un petit peu, puis la croissance à l'infini de l'utilisation des ressources. Puis on est, ben moi, du moins, là, j'ai été élevé de même, j'ai l'impression, d'en vouloir tout le temps plus, puis de devoir être ambitieux. Fait que m'amener, ça vient moins durable. Mais c'est très humain comme approche parce que depuis la révolution industrielle, les gens, l'humain a toujours voulu faire plus rapidement. C'est plus rapidement pour se créer du temps, mais finalement, ce qui fait de son temps créer de plus, c'est qu'il produit plus. Oui. La même chose avec Internet. Internet a été créé pour plein de raisons, plus de défense, mais malgré tout, c'était supposé de nous permettre d'aller plus rapidement, de devenir international plus rapidement. Puis, on l'a réussi. Par contre, de ce temps-là, on a voulu doubler la performance, tripler la performance. On n'a pas fait une société de loisirs, mettons, Exactement. plus ou plus on en parlait là, dans certains pays asiatiques. Maintenant, ils sont rendus sur une culture de 996. Là. Oui. OK. Explique-moi, c'est quoi le 996? 996, c'est de 9 à 9, 6 jours par semaine. Oui. À cause de la compétitivité mondiale, c'est un peu les attentes des employés pour être productifs ou efficients dans leur emploi. Puis justement, le point que tu parlais, puis tu sais, moi, personnellement, je le vis avec l'IA. Je m'accélère beaucoup avec ces outils-là. Puis finalement, ben, tu sais, on dirait que j'ai jamais autant travaillé. Oui. Parce que ça arrête pas. Puis tu fais des tâches que tu aimes souvent. Parce que les tâches qui étaient plus laborieuses, ils sont mises de côté. Fait que quand tu fais des tâches maintenant, c'est le fun, c'est plaisant. Fait que tu as tendance à en faire plus. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens de mon côté. Vous deux, au niveau du Conseil de l'innovation du Québec, vous avez le troisième vocation au niveau de l'IA. Oui. Quelle est la vision de l'IA au Québec, du Conseil de l'économie et de l'innovation? Comment est-ce que vous voyez ça à l'heure actuelle? Tu as dit quelque chose de hyper intéressant il y a quelques minutes sur les grandes idées, la création. On est talentueux, on est capable d'imaginer des produits, on a plein de centres de recherche. Mais l'intelligence artificielle, depuis plusieurs années au Québec, a été approchée comme une chaîne de valeur. Donc, toujours de la recherche fondamentale avant d'arriver jusqu'à l'adoption en milieu réel. Oui. Nous, dans le fond, IA Québec, on a cette mission-là de pouvoir industrialiser l'intelligence artificielle comme toutes les industries aérospatiales, etc. Ça veut dire qu'on veut réussir à identifier les cas d'usage qui va faire en sorte que les entreprises qui ont des produits et services auront dorénavant des milieux preneurs avec une bonne littératie en intelligence artificielle pour qu'on puisse consommer. Consommer ce dans quoi on a investi dans la société pour dire, hey, on a investi, je ne sais pas, 750 millions en développement de produits et services en intelligence artificielle. Oui. Le taux d'adoption est vraiment bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à créer l'industrie de l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de consommer aujourd'hui, maintenant, pour aider la société à devenir plus performante? Puis le bout qui manque, en fait, c'est la littératie en intelligence artificielle. Okay. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prend le micro, on est là aussi pour démystifier c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi les différents cas d'usage qui sont prêts à montrer l'exemple. Puis, on a aussi un registre d'entreprises sur la vitrine IA, puis Philippe va pouvoir vous parler de la vitrine IA, mais c'est de dire, vous avez une problématique, mais il y a peut-être une entreprise québécoise qui a un produit ou service pour solutionner cette problématique-là. Est-ce que vous faites la mise en relation, le matchmaking de voici une problématique quelqu'un peut avoir ou mutualiser une problématique pour trouver une solution, des fois tablette, mais des fois qui n'existe pas, qui pourrait être innovée par une entreprise qui est proche? C'est quoi la vitrine? Bonne question, puis je vais revenir, tu me fais penser à une discussion qu'on avait avant que tu parlais de collaboration entre entrepreneurs, là, oui. Avant qu'on prenne le micro. Il y a une étape importante dans l'adoption de l'IA, puis c'est de comprendre c'est quoi le potentiel, puis comment ça peut nous accélérer, nous aider. Fait que déjà là, on a un répertoire de cas d'usage qui est fourni par les entreprises qui sont dans le répertoire.
Puis ces cas d'usage-là qui sont standardisés sont là pour venir un peu démontrer c'est quoi les capacités de l'IA. Notre format est standard, c'est facile. On dit comment qu'on faisait avant l'IA, prise de notes à la main, etc. Comment l'IA a pu accélérer ces processus-là, puis finalement, ben, le retour sur investissement, puis c'est quoi les gains qui ont été faits. Oui. C'est super intéressant. Puis... Un showcase bien classique. Là. Oui, avant, comment on l'a fait, puis c'est quoi le résultat. Exact. Puis, on peut l'aborder de façon très comme au premier degré, mais il y a aussi la notion super intéressante en IA des gains transversaux. Fait que un outil de capture de notes audio, ben, peut-être que c'est bon pour un médecin, mais peut-être que c'est bon pour un avocat. Note LLM, tout le monde devrait regarder c'est quoi. Là. Fait qu'on encourage les entreprises parce que moi, je suis convaincu qu'il y a des entrepreneurs qui vont aller là-dessus, qui vont avoir une solution dans le domaine environnemental, qui vont dire crime, ce genre de méthodologie-là s'appliquerait tellement bien à mes processus. Là, le défi, c'est de faire ce pont-là. Souvent, Ça existe, la vitrine que tu me parles? Oui, c'est la vitrine .ia.québec, exact. Est-ce qu'il y a un cas qui t'a marqué sur la vitrine? Qu'est-ce que tu peux me dire comme cas qui piquerait assez ma curiosité pour que j'aille voir les gens qui nous écoutent? En fait, tous les cas sont intéressants. Je veux pas les dire. Non, pour vrai, là, je vais devenir tannant si tu me réponds de même. Il y en a qui sont beaucoup sur les municipalités ou les services publics. Moi, j'apprécie beaucoup ça dans le domaine de la santé. Okay. Là, je vais en nommer un que moi, j'ai parlé à l'entrepreneur, fait que j'ai peut-être un contact plus privilégié, mais c'est Xeos. Xeos, ils font de l'imagerie. Okay. Ils font des scans par avion LIDAR d'une municipalité, puis ils peuvent venir cartographier cette municipalité-là, mais à un niveau de précision assez incroyable. Puis moi, j'ai une démonstration, puis tu sais, avec ces modèles numériques-là, ils peuvent voir l'écoulement, ils peuvent calculer justement si ça prend des parcs éponges ou des choses comme ça, puis je me suis vraiment senti dans le futur quand j'ai vu ça. Okay. Quand on dit là, le futur, c'est maintenant, je trouvais que c'est ça. Fait que ça, c'en est un exemple qui est particulièrement intéressant, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Xeos, tu as dit? Xeos Imagerie. Xeos. Oui, OK. exact. Puis Xeos, mettons qu'on va le voir sur la vitrine, on va voir, voici le contexte qu'on avait, puis nos opportunités. Parce que moi, dans ma tête, moi, il n'y en a pas de problème. J'ai étudié beaucoup en qualité comme toi. Puis moi, mon premier boss chez Pratt & Whitney m'a dit, Nick, il n'y a pas de trouble. Des problèmes, c'est seulement des opportunités d'amélioration. Oui. Le verre d'eau, il n'est pas à moitié plein, moitié vide. Il est tout le temps 100% plein. Il y a moitié d'eau, moitié air dedans. Là. Regarde, mets ça de côté, puis go, on avance par en avant. Puis quelles étaient les problématiques, mettons, qu'il y avait? Dans le fond, faire de la cartographie, c'est très fastidieux. OK. Ça coûte cher, c'est long. C'est long, c'est comme de façon manuelle, c'est très difficile. Là, ça prend des spécialistes. Là, avec les scans de LIDAR, tu sais, les LIDAR, ça capture énormément de points, mais après ça, il faut leur donner une raison d'être à ces données-là. Tu sais, faut expliquer c'est quoi. Fait que l'entreprise dit qu'avec ces nouveaux processus-là, on passe d'un processus de cartographie de 2 ans à 4 mois. Là. Quand même. Qui est quand même impressionnant. Puis après ça, ben, les villes peuvent être plus efficaces, peuvent offrir un meilleur service client en ayant accès à ces fonctions-là. Génial. Fait que ça crée une valeur dans la société pour les municipalités après service aux citoyens. Absolument. Fait que ça peut percoler beaucoup plus loin. Avec cette vitrine-là, je trouve ça hyper intéressant que tu en parles. On a des cas d'usage. Oui. Des fois pour allumer une étincelle, puis pour que les gens soient conscients des possibilités, puis deviennent curieux. Exactement. Par la suite, des fois, on veut se former un petit peu. On veut élaborer quels sont les cas d'usage dans mon entreprise, les prioriser, puis après ça, il faut passer à l'action, éventuellement. Au travers de cette vitrine-là, où ça s'arrête, mettons, pour un entrepreneur jusqu'à temps qu'il crée un... Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des mises en relation, justement, au travers de la vitrine? Qu'est-ce que la vitrine, finalement, à part des cas d'usage? Mais tu prennes la question. Okay. Ah, je parle à toi, Philippe, là, mais... oui, mais il y a un bout, je vais répondre pour Philippe, puis je vais te repasser. C'est parfait, mais je m'adresse à vous deux quand je fais ça. Dans le fond, on a un répertoire de 800 entreprises qui ont des produits et services en intelligence artificielle. 800? Exactement. Donc, nous, dans notre équipe, on a un rôle neutre. Donc, on n'a pas le droit de pointer vers une entreprise plus qu'une autre. Vous êtes agnostique à 100%, c'est sûr. Exactement. Puis je pense que on doit l'être aussi parce que c'est vraiment, ce serait facile de dire telle compagnie a fait telle chose, mais nous, on veut cette transparence-là, puis on veut que les gens y aillent par leur propre choix et selon leurs valeurs. Donc, s'ils découvrent un cas d'usage qu'ils apprécient, c'est associé, oui, avec une entreprise, mais ça peut être associé aussi à une typologie de projet. Puis c'est là que je vais lancer la balle à Philippe, parce que Philippe a développé, notamment avec un appui plus de validation avec Ivado, mais cette typologie de projet-là devient intéressante parce que
Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux trouver une entreprise qui va te permettre justement de trouver chaussures à ton pied pour la problématique que tu as. Bien, merci pour la passe à la palette. Essentiellement, c'est ça. Quand je suis arrivé dans le rôle avec Anne, je suis tombé un peu dans les cas d'usage qu'on avait, puis le répertoire. Puis moi, j'ai un peu donné une charge de cours, fait que j'ai comme la notion d'enseignement, puis de comme un peu clarifier des concepts qui sont plus abstraits. Oui. Puis ce que je me suis aperçu, c'est que souvent, en IA, on utilise un jargon technique. Puis des fois, tu sais, c'est le fun, entre spécialistes, on discute, puis c'est on dur, comprend. machine learning, entendre ça. Oui. Ça fait mal à ta dignité quand tu sais pas c'est quoi. Exactement, oui, vraiment. Là. Ouais. Fait que moi, j'ai profité de comme cet écart-là entre le milieu preneur puis peut-être le milieu académique ou spécialiste pour définir une typologie qui est 13 catégories de projets qui donne vraiment une compréhension claire de qu'est-ce que ça fait. Fait que je vais donner un exemple, et on a comme une typologie qui est l'efficacité opérationnelle. Fait que tous les projets qui vont directement toucher l'efficacité opérationnelle, mais on peut les tailler, même les entreprises, puis à quelque part, les entreprises ont une forme de spécialisation. Fait que c'est pas toutes les entreprises qui font de la vision, puis c'est pas toutes les entreprises qui ont besoin d'un système de vision. C'est clair. Fait que l'analyse prédictive, l'analyse prédictive, ça peut être le trafic routier, mais ça peut être aussi de la maintenance, tu sais, de mettre des capteurs sur des machines, puis quand elle se met à trop vibrer, ben là, on le sait qu'il y a un rouleau à changer ou un bearing à changer. Ça peut être des niveaux d'inventaire. Ça Absolument. peut être plein de choses dans l'entreprise. Fait qu'on est venu déconstruire ça, puis on l'a utilisé un peu comme structure du site. Fait que quand tu vois des entreprises, ils peuvent se flaguer eux-mêmes, puis après ça, trouver soit des cas d'usage qui sont similaires, qui font appel à ces catégories de projets-là, soit des entreprises qui ont une spécialisation dans ça. Des fois, ça se peut qu'il y ait des entreprises qui disent qu'ils font tout, puis peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils le font pas, mais moi, je crois qu'à quelque part, tu sais, ils vont développer un savoir métier, ils vont sauver du temps, ça va coûter moins cher. Tu sais, une entreprise qui a fait un système de vision, ben après ça, d'en faire 10, oui, il faut l'adapter au contexte, mais le premier bout de connaissance est déjà le premier taux d'inertie, c'est toujours le plus dur à donner, Exact. celui qui demande le plus d'efforts, c'est certain. Exact. Qui, dans une entreprise, devrait aller visiter ce site web-là? Tous. Puis je sais que c'est une réponse que tu aimes moins, mais j'ai vraiment l'impression que si toutes les strates de ton organisation sont assez curieux, c'est là que l'innovation va arriver beaucoup rapidement. Puis c'est là que ton niveau de curiosité peut te faire passer à l'action. Tu sais, en ce moment-là, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais la peur les font stagner. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient peur, comprennent qu'il y a la vitrine, puis dans la vitrine, moi, j'aime dire qu'on donne de la clarté. Nous, notre rôle, c'est vraiment de donner de la clarté. Clarté de l'écosystème, qui fait quoi? Clarté dans les entreprises qui ont des produits et des services, et ça s'adapte à quel type de projet. On donne une clarté sur les différents cas d'usage possibles. Parce que là, à cause de l'intelligence artificielle générative, tout le monde veut implanter des projets d'intelligence artificielle générative, mais c'est peut-être pas ça la voie non plus. Tu sais, je vois un chaos dans plein d'entreprises à l'heure actuelle. Oui. Là. Puis ceux qui ne mettent pas les règles de gouvernance en place et surtout qu'ils n'offrent pas les outils sécurisaires standardisés dans leur entreprise, ce qu'ils vivent présentement, c'est que 80% de leurs employés prennent le chat GPT personnel gratuit. Oui. Puis qui mettent les données de l'entreprise là-dedans pour faciliter leur travail. Fait qu'on ne peut pas être dans le déni par rapport à l'utilisation là, des LLM à l'heure actuelle. C'est capoté. Mais je voulais juste rajouter là-dessus, tu sais, le rôle de la vitrine. Tantôt, tu nous as demandé c'était quoi le rôle du conseil, puis de l'innovation, puis je pense que si on peut le réduire à sa plus simple expression... Ah, ça, j'aime ça. Tu te rapproches de quelque chose? C'est que, dans le fond, on veut donner confiance aux entreprises d'innover. Puis cette confiance-là se donne par des méthodologies, des outils, savoir c'est qui les bons partenaires, c'est qui les bonnes entreprises avec qui travailler. Nous, on célèbre les champions d'ici. Fait qu'on dit, ben, tu sais, on peut faire rayonner les entreprises qui ont du succès. Fait que je pense que ce qu'on pourrait dire, si on peut résumer pour les auditeurs, c'est que nous, on est vraiment là pour donner confiance. Puis à partir de là, c'est sûr qu'ils ont un bout à faire eux autres mêmes aussi, mais on va essayer de les assister ou les soutenir comme on peut. Excellent. Oui. Super belle mission. Rassurer qu'on a tout dans notre écosystème pour que ça puisse fonctionner. Parfait. Fait qu'on réunit l'écosystème. Anne, 2-3 questions à rafale. Oui. C'est la responsabilité de qui la transformation numérique dans une entreprise ou l'intégration de l'IA? C'est la job d'une seule et unique personne qui est le rôle des TI? Non, pas du tout. OK? C'est la job de qui de faire ça? Il y a 3 strates différentes. Il y a ta posture individuelle.
Parce que dans cette ère numérique-là, c'est pas parce que ton entreprise a décidé de payer Copilot ou ChatGPT Enterprise que tu as les compétences nécessaires puis la posture nécessaire pour l'utiliser. KPMG a lancé une étude, puis justement, les gens qui ont déployé dans une grosse masse Copilot, le taux d'utilisation est seulement de 10 %. Puis quand tu décortiques pourquoi les gens ne savent pas comment faire simplement du prompt engineering, qui est vraiment une façon simple de converser avec ton Copilot, ton IA générative pour arriver à des résultats. Donc ça, c'est une posture personnelle de dire, moi, je dois augmenter en littératie avant même que mon organisation me demande parce que c'est une compétence du 21e siècle. Il faut que ça vienne de tout le monde de manière intrinsèque. Exactement. Je veux moi-même me former, augmenter mes compétences. Exactement. Ça, c'est le conseil numéro un. Parfait. Deuxième, c'est en équipe. En équipe dans les domaines d'affaires. On se réunit ensemble, là, les gens, les mêmes têtes penseuses là, qui disent « Hey, moi, ma passion, là, c'est les revues de processus. Comment est-ce qu'on peut mieux faire nos revues de processus? C'est quoi la problématique qui fait en sorte que nos revues de processus se passent pas bien? Puis, si l'IA est une source de solutions, mais il faut être assez curieux en groupe pour dire, hey, on part un projet, on fait la recherche, on va sur la vitrine, il y a peut-être des cas d'usage, et là, on les ramène, puis on se simplifie vraiment la vie en disant, hey, moi, je veux simplifier la vie des dirigeants en leur montrant qu'on a la compétence nécessaire, puis on n'est pas obligé de payer plein de consultants en gestion du changement parce qu'on est prêt à accueillir ce changement-là. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Est-ce que vous facilitez ça? Ce co-développement-là entre entreprises, de faire des réseaux, des groupes de têtes penseuses dans des secteurs ciblés? Nous, la façon qu'on le fait, c'est que moi, j'ai invité beaucoup à faire des conférences, des ateliers, puis à chaque fois qu'on sort d'une conférence ou un atelier, mon but, c'est qu'il y ait un +1. +1, le désir, justement, de se réunir ensemble en communauté, puis de dire, hey, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais on va le découvrir ensemble. Donc, le but d'inspirer les gens à l'action, c'est aussi ça, c'est de leur dire, c'est correct aussi de monter des idées, puis pas attendre l'organisation. Puis bien sûr, la troisième strate, c'est les dirigeants. Puis aujourd'hui, j'adresse les dirigeantes, les dirigeants, mais aussi les conseils d'administration. Parce qu'eux peuvent avoir un frein, parce que ce qu'ils entendent aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est deux volets différents. Un, ils ont l'appétit de dire, hey, je vais optimiser mes processus, donc je vais réduire les coûts. C'est ma marge brute qui va augmenter. Oui, là. exactement. C'est enfin une solution pour atteindre mes chiffres. Oui, puis l'autre côté, par contre, il voit plein de risques. Tu sais, des entreprises qui ont licencié plein de gens, finalement, ils ont dû rapatrier les gens qui ont licencié. Ils ont vu des risques aussi, des gens qui ont fait le journal de Montréal à la tête en disant, hey, on a implanté tel outil. Finalement, on a eu des fuites, on a eu des attaques de cybersécurité. Donc, eux, ils vivent avec une dualité de par où commencer, est-ce que je dois vraiment le faire? Parce que c'est un risque pour la crédibilité de mon entreprise. Mais ces gens-là aussi doivent gagner en littératie, puis en humilité aussi, parce qu'on approche notre rôle de leadership complètement différent maintenant dans cette ère technologique-là, parce que c'est faux que les entrepreneurs sont capables de tout faire dans leur organisation. Tu sais, avant, c'était ça, tu étais entrepreneur, tu étais à la tête de ton entreprise, tu étais capable de remplacer chacune des personnes sur ta chaîne de production. Moi, je ne serais pas d'accord avec ça. C'est plus le cas. C'est plus le cas maintenant parce qu'il y a la technologie qui amène cette complexité-là. Donc, un dirigeant puis une dirigeante qui est là doit changer sa posture de leadership en une posture un peu plus humble puis en posture d'apprentissage organisationnel. Donc, réussir à puiser dans sa propre curiosité, mais réussir à puiser les bonnes idées puis les opportunités d'amélioration qui viennent de leurs équipes. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces gens-là qui sont dans des conseils d'administration, dans la haute direction? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de différent demain matin, la semaine prochaine, en planifiant les priorités de la semaine? Oui, mais juste avant de répondre à ta question, comme je vois Philippe... Philippe, il y a de l'air... Oui, vas-y. Non, mais c'est juste... Back to you, Philippe. C'est sûr qu'en ayant grandi dans une start-up... On devient très versatile. Fait que mais je comprends que pour la PME de, par exemple, 5 à 10 employés, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand tu es toute seule avec tes problèmes, tu trouves plein de façons de faire toutes les tâches. Oui, créative. Mais à un certain niveau, tu peux pas compenser pour chacune des personnes dans ton organisation. Il y a un niveau de complexité qui s'est complètement éclaté. Tu sais, je recule de là 20 ans au niveau TI, j'avais une belle compréhension générale, mais plus ça avance, plus que les domaines, tu sais, cybersécurité, cloud, tous les systèmes en entreprise, l'intelligence artificielle qui se découpe en machine learning, en LLM, ça s'est tellement multiplié. Ça, c'est un seul des domaines que être au top de chacun de ces sujets-là, c'est impossible. Ben moi, tu sais, pour vrai, moi, j'en ai quand même pris large, là. Puis
la réflexion que j'ai eue, c'est que le problème, c'est pas tant de mettre des systèmes en place, c'est l'imputabilité. Tu sais, à un moment donné, quand tu as 50 chapeaux, puis tu es imputable sur toute la ligne, sur tous les systèmes, ça commence à être difficile à soutenir. Puis des fois, dans l'implémentation de systèmes, souvent, c'est ça, tu sais, de tenir les risques, l'imputabilité de toute la chaîne. À un moment donné, il y a une limite. Fait qu'il faut que tu puisses répartir ça sur différents rôles. Ce que tu dis, je pense, c'est une différence des fois. Ça, c'est personnel comme opinion. C'est une différence entre un mercenaire, solopreneur ou un entrepreneur. Parce que savoir déléguer puis imputabiliser les gens, c'est souvent vraiment difficile. C'est souffrant. C'est souffrant, c'est long. Puis ça revient à du développement organisationnel, parce que vraiment, puis gestion du changement qui est la base. Même chose quand on cartographie un processus d'affaires, t'en parlais tantôt, la job facile souvent, puis le fun, c'est de le faire, le Kaizen, le mapping, calculer le VSM, sortir les idées, puis améliorer. Voici le process demain matin, guys, là, il est au mur, là, suivez ça. Puis là, tu reviens la semaine d'après, puis le naturel, il est revenu au galop, puis les bonnes vieilles habitudes sont là. Pourquoi, Anne? C'est pourquoi? Non, je sais pas. Poser la question, c'est quoi la première chose qu'une dirigeant devrait faire demain en conseil d'administration? C'est de tourner les processus à l'envers. La cartographie de processus, comme on faisait de façon classique, puis toi, tu as connu ça aussi, c'est on map, le client arrive à tel moment, tu mets un post-it, qu'est-ce qu'il fait après? Il y a une décision, on met un logement, oui, non. On devrait oublier ça. Parce que je pense que c'est une des grandes erreurs qu'on a fait. Dans la transformation numérique, on était sûr qu'on allait réussir à atteindre une culture du numérique. C'est-à-dire que tout le monde allait avoir cette dextérité-là avec les outils numériques. C'est faux. La même chose avec la gestion de données. On va être capable d'avoir une culture de la donnée. Mais c'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis avec l'intelligence artificielle, on allait devenir justement agile avec la technologie, peu importe quelle technologie, parce que l'IA, c'est le nec plus ultra. La façon qu'un dirigeant devrait réfléchir aujourd'hui, c'est de dire c'est quoi ma culture de décision pour que j'atteigne une culture d'apprentissage continu. OK. Puis une culture de décision, c'est de mapper ses décisions et non mapper des processus. Parce que quand tu mappes des décisions, tu dis tu sais, toi comme individu, là, quelle est la décision dans ton quotidien que tu dois prendre? Puis à partir de cette décision-là, quelles données tu as besoin? Puis qui est ton intrant pour cette donnée-là? Puis qu'est-ce que tu vas donner à l'autre personne par la suite? Ta décision va servir à quoi ensuite? Quand tu changes un peu ton mindset vers une culture de décision, c'est là que tu arrives à avoir une culture plus de soustraction. Tu allèges vraiment l'arrivée à cette prise de décision-là. Le changement n'est pas très grand, mais le changement permet de diviser puis enlever tous les silos qu'on a présentement. Lorsqu'on fait en sorte qu'on fait une cartographie classique, les gens, ils font juste réaliser à quel point c'est complexe. Versus quand tu fais une cartographie de décision, les gens, ils comprennent, finalement, dans mon entreprise, j'ai 50 décisions à prendre qui est basée sur 20 personnes différentes et seulement 3 sources de données différentes. Donc là, tu viens de simplifier. Donc, pour un dirigeant, c'est arrêtez de dire que c'est complexe puis qu'il n'y a personne qui peut le faire. Puis à la place, ayez l'humilité de dire finalement, dans mon organisation, j'ai seulement 5 décisions à prendre. Puis voici les 5 décisions à prendre qui me permettent de me lever chaque matin, puis me permet de remettre la clé dans mon entreprise, puis ouvrir le signal ouvert. T'sais. Donc, à la place de... Puis les gens aiment ça être irremplaçables, ils disent c'est complexe ce que je fais. Non. Dites aux gens que c'est pas complexe ce que vous faites, puis les décisions que vous avez à prendre, c'est telle décision. Et là, tout d'un coup, il y a comme une clé magique, un déclic qui va se faire, qui va permettre d'accueillir mieux la technologie ou les différentes solutions. J'adore ça, Anne. Pour vrai, c'est extrêmement pertinent ce que tu viens de me dire là, de les mapper, les différentes décisions en entreprise. Puis, je pense que les gens peuvent même le faire... Le premier draft par eux-mêmes. C'est une belle prise de conscience. Tu n'es même pas obligé de te faire nécessairement accompagner pour ça. De façon locale. Toi, comme employé, c'est quoi la décision que tu peux prendre? OK. C'est là que... Fait qu'on fait des cartographies décisionnelles. Oui, exactement. Je pense que la nuance additionnelle, puis on en parle souvent, c'est aussi avoir la réflexion, qu'est-ce qui est important, inimportant comme décision, qu'est-ce qui est réversible puis irréversible. Puis ça, souvent, ça facilite aussi à qui on donne la décision, puis est-ce que c'est si important que ça soit le directeur qui prenne une décision spécifique. C'est de revoir rôle et responsabilité, en même temps, revoir l'orchestration des humains les uns avec les autres. Ça revient à là du développement.
ton imputabilité. Tu sais, on parle de, il y a un grand désengagement depuis l'ère du numérique. On est dans une société quand même hautement syndiquée. Les gens, on a toujours l'impression que personne n'est imputable de rien, personne n'est responsable. Mais quand tu te regardes toi-même, puis tu es capable de cartographier les décisions que tu prends dans ton quotidien, tu te rends compte que tu as des responsabilités. Et tu te rends compte aussi que les responsabilités que tu as une incidence sur les décisions que les autres prennent. Et c'est là que l'organisation devient une organisation plus synergique parce que tout le monde comprend qu'ils ont un rôle et non seulement, oui, moi, je passe la balle à l'autre personne. Non, tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi-même. Oui. C'est ça, une organisation. C'est systémique. Ça fait partie d'un système cohérent. Puis on se passe le bâton un l'autre pour créer la valeur à notre client par la suite. J'adore ça. Je m'amuse vraiment avec vous autres. Pour vrai, on pourrait jaser extrêmement longtemps encore. Je comprends maintenant ce que vous faites. Puis encore plus ciblé au niveau de l'intelligence artificielle, dans le cas de vous deux, sur les 23 environ personnes que vous êtes à l'heure actuelle. On s'amuse beaucoup, puis j'aurais besoin, par exemple, d'un bon café. Oui. Fait que là, vous me dites, OK, Nick, on est là jusqu'à midi. Fait que je suis comme, parfait, on va prendre une petite marche dehors. On prend 15 minutes pour poursuivre la discussion. Puis en marchant dehors vers un café juste à côté, j'en ai trouvé un justement marocain qui est excellent. Fait qu'on s'en va là-bas. Puis en marchant dans la rue, je m'accroche sur quelque chose. Puis je suis comme, voyons donc, j'ai failli tomber par terre. Puis je regarde ce qui traînait dans la rue. Puis c'est un bout de bois. Puis je me rends compte que c'est une baguette magique sur laquelle est-ce que moi je viens de tomber. Puis étant quelqu'un de généreux, tant qu'à la garder pour moi parce que j'ai un vœu comme ça, puis de vous avoir comme invité, je te la remets, Anne, cette baguette magique-là. Parfait. Puis dans l'essence de la mission du Conseil de l'innovation du Québec, quel vœu est-ce que tu ferais pour atteindre encore plus rapidement vos ambitions? Qu'est-ce que tu voudrais changer, améliorer, enlever, peu importe, que ça soit autant auprès de vos 23 personnes, de la clientèle que vous desservez, qui est la population du Québec, le secteur des éditeurs logiciels, le secteur des manufacturiers. Qu'est-ce qu'on change ou qu'on améliore pour faciliter la création de valeur en lien avec votre mission? C'est une grande question. Tu as vraiment t'as les clés de l'univers entre les mains. Là. Tu peux faire ce que tu veux. Pour cette baguette magique. Puis, tu vas comprendre ma réponse dans le contexte que moi, je suis une maman de 2. Une grande fille de 13 ans puis un petit coco de 6 ans. Puis moi, le matin, je me lève avec le souci de leur léguer un monde meilleur. Mais pour ça, je pense qu'avec la baguette magique, ce que je changerais, c'est le moment où est-ce qu'on attache toute cette éducation-là, cette curiosité-là, puis qu'on la fasse jamais disparaître. Parce qu'à travers le temps, puis plus on vieillit, on se fait ramener toujours sur l'efficacité, on se fait toujours ramener sur « Ah, tu poses beaucoup de questions, ça nous empêche d'avancer. » Mais au contraire, c'est ces questions-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, on va dans l'espace puis on se pose même pas la question, qu'on a des remèdes qui sont générés pour des maladies qu'on pensait jamais curables qui se font. Donc, cette curiosité-là, cette culture d'apprentissage-là, on ne doit pas la perdre. Et c'est avec cette baguette magique-là, c'est justement d'instaurer toutes les assises nécessaires dans le système d'éducation pour qu'on ne perde pas cette essence-là. De créativité. De créativité, d'apprentissage continu. Bien, on révolutionne notre système d'éducation là, pour conserver cette créativité-là. C'est vraiment beau, ce que tu viens de dire. J'ai assisté 2 fois à des conférences d'un de mes amis, M. Roch Fortin. Oui. Je ne sais pas si tu connais Roch, tu as déjà vu sa conférence sur la créativité et ses moments créatifs. C'est fou, il y avait une stat, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, là, mais il disait, mettons, que quelqu'un qui est à la naissance à 2-3 ans, mettons, il y a un niveau de créativité là, à 80%. Complètement fou. Les idées, les questions, tu lui donnes 3-4 blocs avec des aimants, puis on vient de faire un nouveau building qui s'envole, qui part d'un avion, et ainsi de suite. Puis rendu à 6 ans, ça a déjà diminué de comme du tiers quasiment, jusqu'à temps que tu arrives dans le système d'éducation, que tu es passé au travers, jusqu'à, mettons, 18 ans, 21 ans, 26 ans, dépendamment si tu fais peu importe, mais il va se réduire jusqu'à comme 10 %. Des parties d'un 80, mettons, puis tu finis à 10 % de niveau de créativité puis de choses possibles. C'est complètement fou. Puis il disait un petit peu, des fois, c'est des paradigmes de la société. Oui. Comment est-ce qu'on éduque les gens, les valeurs qu'on a, fait qu'on brise ça un petit peu. Puis on les assoit sur une chaise, puis on dit plus tard, lorsqu'ils ont 40 ans, c'est « Ah, tu sais,
pourquoi tu ne deviendrais pas un entrepreneur? Mais comment peux-tu devenir un entrepreneur quand tes idées ont tout le temps été casées dans une petite boîte? Donc, tu sais, à travers la curiosité, mais là, tu as comme une passion qui naît, puis à travers cette passion-là, tu as des ambitions, puis dans ces ambitions-là, tu as envie de devenir entrepreneur. Tu comprends c'est quoi la valeur de ces créations-là pour faire avancer la société. J'adore ça. Fait que, à quand, Anne, est-ce que tu vas te lancer dans le système dans le système de l'éducation? Là, on a besoin d'idées comme ça. Un jour peut-être, un jour, excellent. Puis, Philippe, de ton côté, ben, tu sais, Anne, il est tellement beau son vœu que ça a généré un autre baguette magique. Puis j'adore ce que tu me racontes depuis tantôt. Fait qu'on te la prête. Finalement, il y avait 2 vœux. C'est dur d'être aussi inspirant qu'Anne, des fois, passer après, tu sais. C'est une super bonne question. Peut-être que je ne ferai pas plaisir à tout le monde, mais dans l'IA, tu sais, il y a une notion qui est plus profonde, qui est la notion de connaissance tacite, connaissance explicite. Je pense qu'au Québec, nos PME ont une valeur exceptionnelle, puis des fois qui n'est pas nécessairement explicite. Ce que ça crée, c'est que des fois, il y a un clivage entre le monde de l'IA puis le monde de la PME. Puis si je pouvais avoir une baguette magique, ben, j'aimerais ça combler ce gap-là. Parce qu'on a des gens qui sont extrêmement connaissants dans les systèmes, dans l'IA, dans la technologie, mais ils n'ont pas de problème. Puis tu as les PME qui sont, pour moi, dans les tranchées, qui ont des salaires à payer, qui ont des loyers à payer. Qui ont un contexte économique actuel qui est assez difficile, puis qui est stagnant. Ils n'ont pas de l'investissement de capital, qui peuvent embaucher la meilleure ressource à 100 millions, tu sais, mais ils ont une vraie problématique, puis ils règlent des vrais problèmes. Puis des fois, il y a comme un écart qu'on n'arrive pas à combler. Fait que si je pouvais, avec ma baguette magique, régler cet écart-là, combler cet écart-là, je pense que au point de vue de la société, on grandirait. Tu sais, tout le monde serait accéléré. Fait que moi, ça serait ça ma baguette magique. Je comprends le quoi. C'est super beau, puis c'est le fun. C'est une de nos raisons d'être, même chez GLM, de créer ce pont-là entre la PME, entre autres manufacturières, et justement ces gens-là au niveau de la tech pour qu'on puisse apporter les idées, les concepts en création de valeur dans l'entreprise. Tu me dis le quoi, je te demande le comment est-ce qu'on fait ça, Philippe? Tu as donné ton coup de baguette magique? Personnellement. Ouais. Comment? C'est mon opinion. Ouais. C'est la vue que j'ai du haut de mon 36 ans. Là, je pense qu'il y a une posture d'humilité que le monde des technologies gagnerait à avoir. OK. Je pense qu'il y a une attitude, puis on parlait de ton passé au niveau de ton début de carrière. Tu sais, je pense qu'il y a des attitudes qui sont plus customer first, qu'on appelle. Oui. Qui n'est pas nécessairement la culture que moi je vois, puis je pense qu'on gagnerait à avoir cette posture. Dans le monde universitaire? Non, dans le monde des technologies en général. Des technologies en général, ouais. OK. Puis je pense que cette attitude-là gagnerait au PME parce que, tu sais, des fois, sans jugement, tu sais, des fois, tu es pris dans ton problème puis tu en as par-dessus le toupette. Tu n'as pas nécessairement le temps de penser à ton intégration, ton adoption d'IA, puis pourtant, tu en as besoin, puis... Tu sais, moi, j'ai déjà vu des discours où on riait des entreprises qui travaillaient encore par fax. Moi, je vois pas ça comme une situation où il faut en rire. Je pense plus une opportunité de montrer comment on est bon et qu'on est capable d'accélérer ces entreprises-là, bien au contraire. La perspective avec laquelle est-ce que tu regardes quelque chose devient ta réalité. Puis ça doit être une perspective qui est humble, bienveillante, et ambitieuse, selon moi. Fait que oui, je le vois des fois moi aussi dans les gens de la tech qui sont comme « Hey, je suis allé à Cambridge, j'ai le savoir, je sais, mais pourquoi est-ce que vous autres, vous n'êtes pas capables de... Mais ça arrive des fois dans des gens au niveau de la tech, puis source d'espoir, j'en rencontre plein qui sont humbles et bienveillants, puis qui rendent ça accessible. Pourquoi tu ris comme ça, Anne? Est-ce que tu t'es reconnu dans des propos que Philippe a dit ou moi? Non, c'est parce que tu riais, mais moi j'ai étudié à Boston, c'est pour ça. OK, c'est bon! Je le savais même pas. Je sais. OK, c'est vraiment un exemple comme ça, dans mais... mon commentaire, je dis pas que c'est universel, mais je pense que... Ça en prend un petit peu moins quand même, peut-être. Oui, puis tu sais, je pense, je sais d'où
ça vient. Tu sais, des fois, on est dans un monde technique, des fois, on a un peu le sentiment d'imposteur, fait qu'on veut exagérer un peu. Puis on n'aime pas ça être freiné par quelqu'un qui n'est pas au même niveau de compétence. C'est sûr. On veut aller vite, on veut tout accélérer. Tu sais, un des problèmes les plus grands au Québec, selon moi, au niveau économique, c'est notre niveau de productivité. Pour vrai, ça me rend super triste de voir qu'on est 30% moins productif que l'autre côté de la frontière au sud. C'est capoté. Puis c'est sûr que l'IA est une des grandes solutions pour combler ce gap-là. Fait qu'on veut aller vite. Fait que des fois, quand on travaille en tech, on est conscient des problèmes de la société, puis qu'on regarde une PME, ben on peut pas se dire, tabarouette, c'est pourquoi est-ce qu'il comprend pas? Moi, je pense que la plus grande maladie au Québec, c'est le cynisme. Oui. Puis je pense que c'est ça qu'il faut venir défaire. Parce que justement, la technologie aujourd'hui, c'est plus un problème. Non. C'est une question de traduire en outil qui est capable de faire avancer la société. Comme l'exemple que Philippe a donné sur les fax, les télécopieurs, c'est super simple. Donc, pourquoi les gens en technologie, au lieu de rire où est-ce qu'on est rendu, font pas « Hey, vous savez quoi? Nous, on est capable de vous amener ailleurs. » Mais il faut être capable de s'asseoir à la table et être assez patient pour vous amener où est-ce que vous devez être. Puis ça passe par l'écoute. Puis ça passe par le fait d'enlever cette barrière-là de cynisme en disant « Ah, on sait bien, au Québec, on n'est pas capable d'y arriver. » Puis ça, je pense que c'est une grande maladie. Absolument. Puis, tu sais, je vais te dire, chez nous, chez GLM, souvent, cette façon de travailler-là, tu me parlais de développement organisationnel au début. Moi, j'y crois. Je pense que c'est une des fondations. Souvent, je vais le dire en anglais, c'est people, process, and then technology at the end. Tu sais, au début, c'est le côté humain, l'organisation, l'orchestration des gens les uns avec les autres, les rôles, les responsabilités, la structure de communication, la structure de rencontre, mapper cette chaîne de valeur-là. Ensuite, on peut retravailler, pas juste au niveau des process. Maintenant, j'ai gardé en tête au niveau des décisions qui doivent être mappées. Ça, c'est clair. Moi, je vais m'exercer intellectuellement là-dessus la semaine prochaine. Les systèmes qualité qui se doivent d'être là pour valoriser nos écarts par rapport à ce qu'on avait prévu, pour continuellement améliorer nos process décisionnels. Et la technologie devrait venir ensuite. Oui. Puis, selon moi, la tech ne crée pas de valeur en entreprise. Ce que ça génère, c'est de la vélocité. Exact. Ça accélère les choses. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Fait que tout de suite, quand on regarde des gens qui ont des technologies comme un fax pas adaptées, au lieu de rire puis simplement remplacer ça, ça serait de les guider peut-être au travers un chemin, un roadmap pour qu'on puisse être un peu leur Sherpa puis monter cette montagne-là parce que c'en est une des fois dans la perception des gens, une montagne, enlever un fax des hôpitaux, par exemple, dans lesquels est-ce que tu as travaillé longtemps et dire, hey, on vient de numériser les communications, puis on a capturé la donnée au début. Fait que soyons plus peut-être bienveillants et soyons humbles avec ces gens-là pour les accompagner. Sur ces super belles paroles, j'ai une dernière question, puis j'arrête après pour pas vous monopoliser votre avant-midi complète. C'est ma question d'inspecteur de police. Oui. Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir sur le Conseil de l'innovation du Québec? Quelle question est-ce que je ne vous ai pas posée que j'aurais dû vous poser? De la brigade. Je vais te laisser parler de la brigade. OK, question de police, brigade, des fois, ça commence à rimer, là, c'est bon, exactement. ça converge, on converge. Moi, je veux juste prendre cette minute-là pour parler de Luc Sirois, parce que Luc Sirois, c'est quand même l'innovateur en chef du Québec. Oui. C'est un rôle vraiment unique. Il est aussi le directeur général du Conseil de l'innovation, puis les gens le voient un peu partout avec son nœud papillon, et on se fait souvent poser la question, tu sais, pourquoi il prend tant parole? Mais tu sais, un des Si grands Luc avait secrets... été là, j'étais prêt. Ah, ben oui! Mais pour moi, je trouve que c'est important qu'on ait une personne capable de s'approcher de tous les publics confondus pour leur dire, de les rassurer que c'est correct d'innover. C'est correct aussi de ne pas savoir par où commencer. Puis c'est correct d'être enthousiaste envers l'innovation. Donc, son rôle devient important. Puis, tu sais, la question n'avait pas été posée. Puis je trouve que c'est important qu'on en parle. Excellent. D'aller énergiser ça puis rendre ça légitime, cette innovation-là. Oui. Parfait. Inspirant aussi. Oui. Très inspirant. Ben nous, c'est sûr... La brigade. C'est une shameless plug, là. OK. Mais on a un super beau projet sur lequel on travaille, qui est la Brigade IA. On parlait de communauté tout à l'heure. Nous, oui, on a un rôle neutre, agnostique, mais on veut aussi mettre en valeur les spécialistes, les experts, les praticiens et praticiennes du Québec. Fait qu'on vise à créer ou à formaliser un peu une communauté de pratiques qui peut autant appuyer les entreprises, les PME pour des conseils comme sporadiques,
Puis aussi, amener des best practices, peut-être créer une banque de documents, par exemple, une politique d'utilisation interne de l'IA pour le bien de la communauté, puis de la société en général. Ça existe, ça, présentement, ce matériel-là? Le webinaire, ça va être... Oui, on a ça lancé s'en vient, là. Exact. OK. Donc, tu sais, dans 6 mois, puis retiens 6 mois. Dans 6 mois? Dans 6 mois, attends. Si tu es en Gaspésie, puis tu as une très, très petite entreprise, pêche au homard, puis il y a une start-up qui t'approche en disant « Hey, moi, j'ai un outil de cartographie marine où est-ce que tu pourrais localiser rapidement des bandes de homards. Comme ça, tu vas être compétitif parce qu'on sait qu'il y a une grande compétition avec le Japon présentement. Mais cette entreprise-là n'aura jamais accès à cette expertise-là. C'est du moins parce que c'est une plus petite entreprise, mais elle pourra appeler à la brigade et dire « Hey, voici l'opportunité qu'on m'a présentée. Quelles sont les questions que je peux leur poser pour savoir si je peux réellement intégrer cette technologie-là dans mes processus? » Donc là, on est 6 mois plus tard. Donc, les gens qui vont répondre à l'appel, ça va être des gens qui sont des praticiens en intelligence artificielle, pas des gens en gestion du changement, pas des gens en leadership non plus, mais des gens extrêmement techniques pour dire voici les questions d'infrastructure que tu as besoin de te poser. Voici au niveau de la sécurité. Voici au niveau de la collecte de données. Et notre hypothèse à travers cette communauté-là, c'est qu'on va monter en littératie d'intelligence artificielle partout dans la province. Puis, comme on monte la littératie, bien, on va avoir un meilleur développement économique parce que cette start-up-là, bien, elle va pouvoir peut-être conclure un contrat avec cette petite entreprise-là. Donc là, c'est florissant, mais c'est aussi un cercle vertueux. Puis l'exemple qu'on donnait au début, tu sais, de la personne qui a 10 heures par semaine pour faire une gestion de changement, qui est dans le sous-sol, là. Je ne me souviens pas du nom que tu avais donné. Bien, c'est sûr que cette personne-là, si elle fait son bout de chemin, puis à un moment donné, elle a des questions qui sont très techniques, spécifiques, bien, 1 heure avec un spécialiste va peut-être faire sauver 1 an de travail. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait la conception de mon fauteuil. À un moment donné, j'ai tout fait mon processus, mais dans mon coin, j'avais besoin d'être validé de l'extérieur. Fait que j'ai appelé, là, je suis chanceux, j'ai étudié en génie, fait que mes amis aussi. J'ai appelé, on s'est fait 1 heure en vidéoconférence. Think tank, juste pour m'aider tout le monde. Go, go, go. Puis ils m'ont dit, ben tu devrais checker ça, puis ça. Moi, ça m'a fait sauver beaucoup de temps. Ça m'a donné confiance. Puis après ça, j'ai pu avancer. Puis on pense que l'équivalent peut être fait pour plein de gens au Québec qui sont pris un peu avec leurs problèmes d'adoption d'IA. C'est un des meilleurs conseils d'entrepreneur que j'ai eu. C'était dans une conférence même entre chefs PME. Où est-ce que je participe dans un club, il y avait quelqu'un en conférence qui avait dit souvent, là, pour atteindre ton objectif là, d'entreprendre, là, trouve quelqu'un avec qui l'a déjà fait, puis va voir avec lui c'est quoi le chemin, quelles sont les erreurs, les lessons learned que tu as eues. Puis c'est un beau signe d'intelligence d'apprendre des erreurs des autres aussi puis pour aller par en avant. Fait que je tiens à ça. Fait que de ce que je comprends, il va y avoir comme un genre de Zendesk AI au Québec qui va être disponible. Tu m'as dit tantôt que tu aimais que ça soit Zen. C'est pour ça que j'ai repris le Zendesk de ligne 1-800 AI. J'ai une opportunité, un projet. Par où j'attrape cette bébite gluante-là? Quelles questions est-ce que je pose? Puis on rend ça accessible aux pêcheurs, aux morts, entre autres, en Gaspésie. Je veux juste nuancer, tu sais. Ça va vraiment être par des praticiens experts, spécialistes, parce qu'on a déjà un réseau des conseillers. Fait que si des gens ont des projets d'IA, ils peuvent déjà faire appel à notre réseau pour faire leur projet. Puis nous, c'est vraiment technique spécifique à l'intelligence artificielle parce que, justement, il y a comme un écart en ce moment sur les niveaux de connaissances puis l'accessibilité à ces praticiens-là. Puis nous, on veut rendre ces pratiques-là, ces experts-là disponibles. Excellent. Puis, dernière question pour être sûr, tu sais, il existe dans ma tête du moins 2 types de projets en intelligence artificielle. Tu as les projets plus de science des données, que là, ça va être beaucoup plus du machine learning, de l'entraînement de modèles, des investissements souvent plus substantiels, où est-ce qu'on a des ROI un petit peu plus longs. Il y a l'autre type de projets qui sont plus créer des bases de connaissances, travailler avec des LLM, faire de l'agentique, orchestrer des agents les uns avec les autres et autres. Dans ce que vous allez offrir au niveau, j'ai appelé ça le Zendesk, là, mais la brigade, excuse-moi, c'est ça le nom, la brigade. Allez-vous travailler dans ces 2 spectres-là? Oui, mais on travaille déjà sur un autre spectre. C'est qu'avec le réseau des conseillers en innovation, on les a formés à l'intelligence artificielle. Donc, ils sont capables d'aiguiller vers la bonne ressource. Si ton projet, c'est plus un projet à long terme, création d'un nouveau modèle de langage, bien, on peut te référer vers un centre de recherche à travers lequel avec eux, tu vas
te créer un partenariat. Mais par contre, si tu veux un accélérant plus entreprise, j'ai une problématique, il y a une solution qui existe, je ne sais pas quelle question me poser, là, tu appelles la brigade. Bien, je vais prendre un exemple simple. Si tu veux faciliter ton processus de soumission, au Québec, on a une belle solution pour ça. Je ne les nommerai pas, là, vous ferez vos recherches, mais où tu peux... Tu peux la dire, c'est correct. Non, mais dans mon rôle neutre, j'essaie de conserver ça. OK, mais moi, est-ce que j'ai le droit, moi, de dire un nom? Si tu en connais un, bien Est-ce que c'est des gens qui se font de l'exploration, mettons? Peut-être. OK, c'est bon. Tu peux automatiser ton processus de soumission. Ou si tu veux, par exemple, faire de l'inspection visuelle à l'aide de caméras, bien là, on tombe dans le très technique, mais ça, c'est de l'adoption. C'est pas nécessairement un développement d'un nouveau modèle. Fait que là, la brigade pourrait te donner un avis neutre sur les différentes solutions. Est-ce que le ROI est réaliste? Est-ce que la proposition est réaliste? Parce que des fois, tu peux aller dans le très spécifique avec des caméras qui ont une valeur très grande, mais tu n'as peut-être pas besoin de ce niveau de précision-là. Fait que peut-être que ça serait un plus petit projet déployable plus rapidement. Bien là, cette brigade-là va pouvoir te donner les bonnes indications. C'est... Dans la question, ça va se finir où le rôle de la brigade? Parce que maintenant, quand tu commences avec quelqu'un, tu sais, il en veut tout le temps plus, un petit peu. Sûr, c'est pas de la... ça commence à l'éveil un petit peu, l'orientation, les différentes questions. Ça se finit où le rôle de la brigade? Ouais? Puis il ne faut pas que la brigade soit imputable non plus. La brigade, elle est imputable des apprentissages et des questions et du niveau de littératie qu'elle veut que l'entrepreneur atteigne. Mais le risque, c'est justement, en intelligence artificielle, tout est une question de risque. C'est à l'entrepreneur de regarder les différentes questions, poser ses questions et lui-même s'assurer de prendre les risques selon la proportionnalité qu'il est prêt à prendre. Est-ce que la brigade va aller jusqu'à rencontrer un fournisseur avec l'entrepreneur pour l'accompagner dans ces questions et réponses-là? Non, OK, c'est bon. C'est clair pour moi où ça commence, où ça finit. Ah, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, c'est passionnant. Je comprends vraiment plus le Conseil de l'innovation du Québec, au début, 2 grands rôles, maintenant un 3e au niveau de l'IA. Puis moi, j'y crois que c'est extrêmement important, la clé étant l'adoption. Oui. La posture que les gens doivent avoir, mapper nos processus de décision, puis ramener ça pour que ça soit transformant au niveau de l'organisation. Oui. Ce n'est pas... Tu sais, moi, je le dis souvent, c'est on peut pas acheter une transformation, c'est beaucoup plus viscéral dans l'entreprise. Fait que merci beaucoup pour la discussion. Merci. Je vous souhaite un excellent show à Montréal Connect et au plaisir de se croiser. Bye tout le monde! Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.